tout, c'est le mot d'ordre qui circule depuis la mi-juillet sur les réseaux sociaux. Un appel à bloquer le pays le 10 septembre au moyen de cortèges ou de boycotts. Échauffé par le plan d'austérité du gouvernement Bayrou, une partie de nos concitoyens veut réactiver un mouvement populaire du type des Gilets jaunes pour redresser la barre, renverser la table ou mettre à bas le système. Quoi qu'il en soit, ces mouvements, comme d'autres mobilisations en ligne, ont pour trait commun la colère. Une colère qui semble le meilleur moyen de fédérer par-delà les sensibilités politiques, religieuses ou les ancrages territoriaux et sociaux. Et une colère qui traduit un sentiment partagé d'insatisfaction vis-à-vis de l'offre politique. Alors peut-elle avoir un contenu positif ou cette colère n'est-elle que refus ? Est-elle une porte ouverte vers la violence et l'anarchie ou un pas vers l'émancipation ? On en discute en compagnie de 3 invités. François Boulot, bonsoir. Bonsoir. Ancien avocat, on peut vous considérer comme l'un des porte-parole du mouvement des Gilets jaunes. À vos côtés, Elisabeth Godefroy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorante en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Vous avez coécrit Les Gauches et les Gilets jaunes dans Nouveau Peuple, Nouvelle Gauche aux éditions Amsterdam Institut. La Boétie, c'était en 2025. Enfin, à distance avec nous, Paola Seda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille. Merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. Nous n'avons pas les mêmes vies, mais nous avons les mêmes besoins. Aujourd'hui, beaucoup ne vivent plus. Ils survivent. Un Français sur 6 vit sous le seuil de pauvreté. Et quand ils descendent dans la rue pour appeler à l'aide, Quelle est la réponse de l'État ? Pendant que nous saignons pour essayer de survivre, eux se moquent de nous depuis leur tour d'ivoire en continuant de détruire la France. malgré les scandales à répétition, Eux restent toujours impunis. notre problème, ce n'est pas l'autre. Notre problème, c'est eux. Les puissants, ceux qui profitent, Ceux qui possèdent, ceux qui influencent, ceux qui divisent, ceux qui décident pour nous, sans nous. Et si on regardait enfin dans la même direction? Nous n'avons pas besoin d'avoir les mêmes idées, car nous avons un intérêt commun au-delà de survivre. Vivre. Le 10 septembre, ensemble, Le clip, bloquons tout. Le clip d'Indignons-nous, ce collectif, on peut retrouver en longueur cette vidéo sur le site du mouvement. Commençons par rassembler un peu nos informations. François Boulot, est-ce que vous pouvez nous expliquer la généalogie de cet appel au blocage du pays le 10 septembre? De quand date-t-il? Quels sont les collectifs à l'origine? Moi, surtout, ce qui m'a frappé sur la naissance du mouvement, parce qu'on voyait une situation politique qui était un peu apathique, on était un peu dans l'inertie. Et le point commun qui m'a frappé avec les Gilets jaunes, surtout, c'est pourquoi le mouvement est né. En fait, il y a eu l'étincelle. L'étincelle, ça a été effectivement le plan budgétaire qui a été annoncé par François Bayrou. Et au moment des Gilets jaunes, c'était la taxe sur le carburant. Et le point commun qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'à chaque fois, l'étincelle, c'est quoi? C'est quand il y a des mesures symboliques, dont il est très clair qu'on va faire payer plutôt les gens ordinaires, la classe moyenne. Et ces gens-là se disent, mais c'est pas possible, c'est toujours les mêmes qui payent. Et c'est ça, en fait, qui à mon avis, à chaque fois, déclenche un sursaut. Et avec toujours la même réflexion, les gens se disent, mais bon sang, où va l'argent ? Où va l'argent de nos impôts? C'est quand même pas possible. On est l'un des pays les plus taxés au monde. Et c'est vrai, la France est l'un des pays les plus taxés au monde. Mais les services publics, en contrepartie, sont en train de s'effondrer. Ce qui était vrai il y a 6 ans est encore plus vrai aujourd'hui. On parle des hôpitaux, des écoles, de la justice, de la police, des pompiers. Donc le point de départ, c'est le plan d'austérité de François Bayrou. Oui, bien Et sûr. ça, on l'observe sur les réseaux. On voit des collectifs. On avait vu Nicolas Quipet, qui existe avant ça, qui est un site où les classes moyennes jugent qu'elles payent trop d'impôts pour des parasites en haut ou en bas, on peut le dire comme ça. Quel collectif vous avez pu observer ? Effectivement, on voit bien qu'à la manière des Gilets jaunes, encore une fois, c'est ce que je vois vraiment les points communs qui sautent aux yeux, on a des gens qui sont plutôt de droite et on a des gens qui sont plutôt de gauche, avec des mots d'ordre à chaque fois, qui sont plutôt à droite, un mouvement poujadiste, je dirais, anti-taxe, et vraiment on en a ras-de-bol d'être tondus comme des moutons. Et puis à gauche, les revendications plus classiques qu'on a l'habitude d'entendre sur un discours sur les inégalités, etc. Mais tout ça s'inscrit évidemment dans un problème de fond
qui est une politique qui, sur les 40 dernières années, a produit les résultats qu'on voit, c'est-à-dire des comptes publics qui sont qui sont dans le rouge. Et je dirais que ce qui est important, c'est qu'effectivement, c'est la colère là qui est mobilisatrice, parce que les gens se révoltent contre un discours du gouvernement et de Macron en général qui consiste à dire il faut faire des économies, il n'y a pas d'alternative. Or, il y a un conflit politique qui est en train de se jouer fondamentalement dans le pays, à mon sens, c'est qu'il y a une alternative, c'est de faire payer les plus privilégiés. On a vu qu'il y avait la taxe Zuckman qui avait été rejetée par le Sénat, mais qui permettait à elle seule de rapporter 20 milliards d'euros. Et en fait, c'est ça, je crois. C'est un débat, mais il est peu probable que tout le monde et tous les membres de ces collectifs soient d'accord avec la taxe Zuckman. En tout cas, on comprend que, point de départ, le plan budgétaire de François Bayrou, Paola Seda, je me tourne vers vous, qui êtes spécialiste des mobilisations en ligne. Est-ce que vous avez identifié 2 mouvements principaux ? Nous, on a repéré Les Essentiels et Indignons-nous, dont on a passé un extrait sonore. Est-ce que vous voyez une constellation de mouvements en ligne que vous pourriez peut-être caractériser à l'origine d'un moment, un appel commun, bloquons le 10 septembre ? Alors, c'est vrai que le contexte était un contexte un peu de somnolence estivale des cadres militants traditionnels. Et donc, c'est un peu l'espace public numérique qui a permis l'expression de la colère, du mécontentement autour de l'annonce du budget Bayrou. Donc, il y a cette étincelle qui va provoquer des débats en ligne et une mobilisation en fait numérique. Je nie pas la dimension très chaotique du mouvement pour l'instant, voire conflictuel. En fait, il y a eu des incursions initiales de l'extrême droite qui avaient amené à la fermeture d'un premier canal Telegram sur lequel s'étaient concentrés les débats autour du budget et en tout cas l'appel à la mobilisation. En ce moment, il y a les groupes Indignons-nous, Bloquons tout, qui sembleraient, mais en fait avec beaucoup d'hésitation, hein, je l'ai dit, parce que c'est un mouvement qui est en train de se faire, donc il faudra vraiment l'observer attentivement. Mais en tout cas, il concentre à peu près sur son canal général 10 000 membres. Il y a des vifs débats politiques dessus. C'est un mouvement qui n'est pas homogène, hein, bien évidemment. Mais qui semble avoir en tout cas choisi, en tout cas pour la partie Indignons-nous, d'avoir choisi un versant plus progressiste, en tout cas avoir renoncé à la cristallisation autour du débat de l'immigration qui était extrêmement conflictuel, et donc la concentration plutôt sur des revendications de défense des services publics, des redistributions des richesses, des justices fiscales et des justices sociales. Donc ça, c'est ce que je peux observer dans les salons jusqu'à présent, mais j'avoue qu'il y a un véritable labyrinthe en fait en ligne, des groupes d'action qui s'organisent et qui se structurent, y compris au niveau local. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la dimension de l'organisation sur les territoires, sur les villes. Il y a plusieurs assemblées générales qui ont eu lieu, dont les comptes rendus sont relayés en ligne. Donc il faudra vraiment attendre et suivre pour bien comprendre en fait l'orientation, on va dire, politique globale du mouvement. Et pour vous, le principal groupe qui se dégage pour l'instant, c'est celui Indignons-nous. Elisabeth Godefroy, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on sait ce qui est prévu précisément en termes d'action concrète ce fameux jour de blocage de 10 septembre ? Alors, c'est difficile de savoir ce qui va arriver effectivement. Ce que j'ai remarqué en regardant un peu les différents sites internet et les différentes boucles Telegram, c'est qu'effectivement, comme ma collègue l'a dit et François, il y a 2 lignes qui semblent se dégager, qui semblent avoir chacune 2 stratégies distinctes, ou du moins chacune une appétence particulière pour certains modes d'action. Donc il me semble que voilà, le réseau qui semble se structurer autour de Indignons-nous verse plutôt dans des modalités d'action assez classiques du mouvement social, des manifestations, des blocages. En tout cas, l'idée serait de, je pense, construire un rapport de force dans l'espace public, peut-être en évitant simplement de tomber dans l'écueil de ce qui est souvent désigné comme la manifestation inefficace, saucisse, merguez des syndicats. Voilà. Et de l'autre côté, donc, on a les essentiels qui, eux, se distinguent par un rapport, je dirais, assez particulier aux modalités d'action. Donc on voit qu'ils appellent à des modalités de boycott
assez individuelle. Donc ne pas utiliser sa carte bleue, ne pas faire du paiement sans contact. Même parfois, certains appellent plutôt à carrément rester chez soi et ne rien faire. Se confiner, Se confiner. C'est très étonnant. On pensait qu'un pays était traumatisé par le confinement. En fait. Et Certains donc redemandent. des modalités de confinement très individuelles, mais aussi, et ça c'est quelque chose qui m'a particulièrement frappée quand j'ai été regarder leur site internet, ils donnent des conseils pour organiser des rassemblements dans l'espace public, mais sans passer pour des manifestants. Donc ça traduit une forme d'aversion pour certaines modalités d'action qui, à mon avis, sont plutôt associés à la gauche ou du moins à des mouvements perturbateurs qui gênent en fait dans l'espace public. Oui, il parle d'espaces de discussion et de coordination dans les quartiers, dans les villages. Voilà, Il parle en effet de cortège ou il ne s'agit pas de cesser le travail pour eux. Non, et surtout, à mon avis, plutôt organiser des pique-niques dans des parcs, ce genre de choses, mais ne surtout pas déranger ses concitoyens qui travaillent. Voilà. Donc, ça traduit, à mon avis, une orientation un peu, comment on pourrait dire, droitière, peut-être plus conservatrice de cette branche-là du mouvement. Moi, ce qui m'a amusé, c'était le choix de la date. J'ai cru d'abord que c'était le 10 août, mais non, évidemment, c'est le 10 septembre. Donc, j'ai regardé, c'est la Saint-Inès. Et il y a un dicton qui m'a fait rire. On dit « à la Saint-Inès, travaille sans cesse », que je trouvais un peu ironique pour un jour de grève. Pour en venir aux ces revendications des essentiels, vous avez commencé à le dire, appel au boycott, pas utiliser sa carte bleue, ne plus acheter dans les grandes surfaces qui profitent des baisses de cotisation des aides publiques tout en pressurant les salariés, Carrefour, Auchan, Amazon. Ça aussi, c'est assez nouveau, François Boulot. On se retrouve avec le supermarché qui est devenu un espace politique. Ça, on l'avait déjà vu avec les Gilets jaunes, mais c'est quelque chose qui grandit. Globalement, on observe un nouveau partage entre l'individuel et le collectif, peut-être, dans ces nouvelles mobilisations. Ouais, je crois qu'à travers effectivement les mots d'ordre là de boycott, des grandes surfaces, en fait des grands, c'est les grands contre les petits. Et c'était déjà le cas au moment des Gilets jaunes. Ce qui avait reçu vraiment écho dans les revendications, c'était de dire mais nous on veut que la politique elle serve les intérêts des 99%. On veut bien nous qu'il y ait des aides pour les gens ordinaires, la classe moyenne, pour les PME, les petites et moyennes entreprises. Mais arrêtons de donner de l'argent, des aides aux plus grandes entreprises, aux plus privilégiés. Et ça, c'était un discours qui, me semble-t-il, faisait consensus déjà entre ceux qui étaient plutôt de gauche et ceux qui étaient plutôt de droite. Et je crois qu'on retrouve en fait ça là actuellement dans le mouvement. Et c'est pour ça que là, il y a un conflit politique à trancher. Et qu'en définitive, ce conflit, c'est est-ce qu'on fait payer les gens ordinaires ou est-ce que on fait payer les plus privilégiés. Et le problème est celui de la légitimité actuellement d'un gouvernement qui, en fait, est issu de la troisième force politique à l'Assemblée. Je rappelle que quand même, l'année dernière, il y a eu des élections législatives et que le camp Macron et ses alliés est arrivé troisième. Donc, en fait, il n'a pas, contrairement en fait, au moment des Gilets jaunes, à ce moment-là, il y avait un conflit de légitimité entre la légitimité des urnes, qui était Macron, avec sa majorité, la majorité absolue à l'Assemblée nationale, et la légitimité de la rue ou de l'opinion publique, puisque le mouvement était majoritairement soutenu par l'opinion publique. Là, ce mouvement-là, on ne sait pas quelle sera son ampleur, est-ce que ce sera plus ou moins, on n'en sait rien, mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que il aurait peut-être certainement la légitimité de la rue, de l'opinion publique, mais surtout, il a la légitimité des urnes, en ce qu'il est légitime à dire, vous, monsieur Bayrou, le gouvernement Bayrou, n'avez pas légitimité pour conduire pour ce budget, puisque en réalité, c'est que par un jeu institutionnel et en quelque sorte la complicité, si je peux dire, entre le Parti socialiste et le Rassemblement national, enfin la complicité avec le gouvernement en place, de ces deux partis qui n'ont pas voté la censure. Et en fait, le gouvernement actuellement, il tient quand même parce que le Parti socialiste et le Rassemblement national, jusqu'alors, n'a pas voulu voter la censure. Donc on comprend que pour vous, le clivage, les grands contre les petits, c'est plutôt ça que le clivage gauche-droite. Enfin, c'est venu remplacer un peu le clivage gauche-droite et qu'on vit une période spécialement propice à du fait de ce conflit de légitimité que vous décrivez dans le rapport entre la rue et les urnes. Paola Seda, du point de vue du choix des réseaux sociaux, il y a une évolution par rapport aux Gilets jaunes qu'on peut observer. Ce n'est plus Facebook le lieu de rassemblement de ces mouvements. Alors, il y a plusieurs points de convergence avec la mobilisation des Gilets jaunes qui a été un mouvement en tout cas très important et qui a marqué certainement l'histoire en fait des luttes en France. Déjà on voit que la mobilisation est partie en ligne, donc c'est plus Facebook parce qu'évidemment les usages d'internet évoluent et de plus en plus les outils de messagerie instantanée comme Telegram, comme Signal, comme WhatsApp, prennent un peu la forme du réseau social.
Et donc, sur Telegram, par exemple, on a aussi la possibilité de suivre des groupes affinitaires, de suivre l'actualité d'une façon qui est un peu différente par rapport à la consommation, en fait, et à des médias traditionnels. Et donc, cette idée du groupe affinitaire et du public, en fait, qui est rassemblé autour d'une cause est aussi permise par les outils de messagerie instantanée. Donc, on voit en primauté de ces outils qui n'est pas nouvelle, qui était déjà présente dans d'autres mouvements sociaux très différents, mais qui utilisent le même répertoire, comme par exemple les soulèvements de la terre, qui font un usage assez important dans la coordination des actions collectives, des télégrammes et des signals notamment, et qui en fait semblent avoir cette capacité désormais à segmenter les publics, à sélectionner différentes plateformes dans une logique vraiment multiplateforme pour pouvoir à la fois sensibiliser, centraliser l'information, la diffuser d'une façon vraiment capillaire au sein de différents publics en ligne et en même temps utiliser ces outils comme une forme organisationnelle véritable, donc pour coordonner des actions sur l'espace physique, mais aussi pour monter des groupes de travail, en fait des véritables projets. Si vous regardez sur toute la sphère Indignons-nous, il y a une multitude de petits projets qui se mettent en place sur les visuels, sur les revendications, sur les actions, sur les formations de désobéissance civile. Donc il y a vraiment cette espèce de modalité d'organisation par projet qui passe par les outils numériques. Mais en tout cas, je voulais juste réagir par rapport au débat qui a été démarré tout à l'heure sur un peu on va dire les contournements des répertoires de lutte classiques comme la grève ou la manifestation. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte les contextes en fait social, vraiment d'individualisation des pratiques de communication qui se situent plutôt sur les temps longs, mais aussi les difficultés en fait à organiser la grève. On l'a vu aussi dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites qui a été massive en termes de participation aux manifestations des rues, mais qui a été très faible du point de vue de l'organisation de la grève. Donc je pense que ces types de mouvements-là, ces nouveaux mouvements, essayent aussi de contourner ces difficultés et de chercher des nouvelles solutions, des nouveaux répertoires dans les blocages, dans les boycotts, mais qui sont beaucoup plus individualisés. Donc j'ai rejoint en fait la collègue sur ces points. Oui, c'est très intéressant ce que vous me dites. C'est-à-dire que du point de vue de la stratégie sur les réseaux sociaux, il y a une stratégie multicanale et ça offre de la visibilité au maximum. Et en même temps, on a des boucles ou des plus petits groupes, ce qui permet de s'organiser et peut-être un peu de se cacher. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a une tactique anti-répression qui est mise en œuvre. Et enfin, je retiens aussi ce que vous avez dit, Paola Seda, puis je vais faire réagir nos invités en studio sur ça, cette question de la fin de la grève. Un mot dessus, Elisabeth Godefroy, puis on va essayer d'avancer sur la question du contenu politique de ces revendications. Est-ce que en fait, la grève est un mode d'action terminé d'un point de vue d'un mouvement social ? Terminé, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je pense que la précédente expérience de mobilisation contre la réforme des retraites de 2023 a créé des déceptions. Et que ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve là, dans cette mobilisation, beaucoup de personnes qui ont été déçues, qui ont vu que la grève perlée ne fonctionnait pas et qui cherchent des modalités alternatives de blocage. Et alors, si on en vient un peu au contenu politique, donc il n'y a pas de revendication très claire, il y a une réaction au plan d'austérité de François Bayrou. Vous avez commencé à décrire, Elisabeth Godefroy, à travers les répertoires d'action mobilisés par les deux grands groupes, donc Indignons-nous et Les Essentiels, deux lignes politiques, l'une plutôt tendance gauche, l'autre plutôt à droite. Est-ce que, brutalement, si je vous pose la question comme ça, bloquer le 10 septembre, comme le fait l'appel, c'est de gauche ou de droite, on peut le dire, ou au contraire, c'est vraiment être apartisan, voire refuser le clivage, l'objectif ? Alors, peut-être un premier point, c'est sur l'usage de ces catégories de gauche et de droite. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir les appliquer aux mouvements sociaux, mais a priori, c'est plutôt des catégories qui sont valides pour la politique institutionnelle et le Parlement. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en tant que spécialiste des mouvements sociaux, on n'a pas forcément recours à ces catégories-là, même si elles peuvent aider à décrire les affinités des participants. On peut parler de mobilisation progressiste, conservatrice, même si
pour aller rapidement, on peut parler de gauche et de droite et on voit bien à quoi ça fait référence. Mais non, je ne pense pas que pour l'instant on puisse dire que se rendre à la mobilisation du 10 septembre, ça veut dire qu'on est de gauche et de droite, de la même manière que quand les gens ont commencé à se mobiliser dans les cadres des Gilets jaunes, ça n'était pas forcément lié à une affinité, une orientation politique marquée et unique. Et pourtant, quand on regarde les sites de ces deux mouvements, et alors je poursuis ce fil des répertoires d'action, ce qui m'a frappé en les regardant, c'est quand même qu'il y a un très fort contraste entre les deux, un contraste graphique, mais aussi de ton. Indignons-nous, c'est des grands bandeaux noirs, une liste de chaînes Telegram, c'est un site assez peu élaboré, avec des codes graphiques qui renvoient plutôt à des collectifs d'extrême gauche. À l'inverse, quand on regarde les essentiels, on est sur un site très, très, très bien équipé, des tons bleu, blanc, rouge. Il y a un logo qui est vraiment mais presque le même que celui du MP, avec un arbre cerclé. Et il y a un récit commun, rédigé, une proposition vraiment très formulée, quoi. Et je ne sais pas si c'est très bien dit. Est-ce que François Boulot, vous avez observé ces mêmes tensions entre la gauche et la droite? Et c'est quand même, le fait qu'on a deux mouvements un peu différents qui vont ou non converger le 10 septembre, mais c'est ça qui est un peu mystérieux quand même. Oui, mais en fait, c'était tout aussi mystérieux pendant le mouvement des Gilets jaunes. Désolé, j'y fais tout le temps référence. Non pas que je crois que ce soit les mêmes mouvements, pas du tout. Mais c'est juste que dans l'essence, effectivement, je vois des caractéristiques communes. Donc, je parle de ce que je connais. Et ce qui, quand même, a fonctionné dans le mouvement des Gilets jaunes et ce qui pourrait fonctionner ou non pour le 10 septembre, en fait, les gens, ils ont envie de s'allier sur leur colère, effectivement. C'est pour ça que le titre de l'émission est particulièrement bien choisi. C'est que les gens s'allient sur la colère pour dire stop. Et après, ils essaient, je dirais, la multiplication des moyens d'action qu'on voit fleurir. Et après, je dirais, la réalité décidera si ça prend et si ça prend par quels moyens. Mais l'hétérogénéité des moyens d'action qui sont proposés dit, à mon avis, effectivement, que les gens cherchent désespérément comment se faire entendre, comment pouvoir mener leur rapport de force. Et s'agissant de la grève, à mon avis, ils n'ont pas forcément totalement abandonné. Mais ce qui est certain, c'est que les syndicats sont, à leurs yeux, largement discrédité, notamment parce qu'effectivement, je rejoins les deux intervenantes de l'émission, c'est que le mouvement contre la réforme des retraites il y a 2 ans, il a échoué. C'est les syndicats qui étaient à la manœuvre du mouvement social. Ils avaient le soutien de 70% de la population, c'était 90% des actifs, et il y a eu une défaite. Et ce que je peux dire, parce que c'est ce qui tournait à l'époque chez les Gilets jaunes, c'est qu'ils n'en pouvaient plus des stratégies syndicales qui consistent à faire une journée de grève par mois. C'est-à-dire que je pense que personne ne serait contre, dans le mouvement qui est en train de se créer, que les syndicats se joignent à la partie. Il ne s'agit pas qu'ils entrent à la direction. Voilà, mais simplement, si vous voulez vous joindre, c'est un appel à la grève générale limitée, c'est-à-dire on y va une bonne fois pour toutes, et sinon, ça ne sert à rien de venir et de faire la même stratégie qui a déjà causé la défaite il y a 2 ans. J'ai une question un peu naïve, Paola Seda. Est-ce que des sites internet, comme je l'ai dit, celui des essentiels notamment, est assez élaboré? Est-ce que ça nécessite des financements? Est-ce qu'il faut imaginer des financeurs derrière ces mouvements ou absolument pas? C'est quelque chose qu'on peut faire de manière un peu artisanale? Alors, on pourrait envisager des financeurs, mais ce qu'on peut remarquer, je trouve, et qu'on voyait aussi dans les mouvements des Gilets jaunes, c'est une certaine créativité en fait de ce mouvement et une certaine maîtrise de l'outil. C'est-à-dire qu'il y a quand même, à travers les outils numériques, on peut réaliser des visuels à bas coût qui sont assez efficaces, et on peut avoir une stratégie en fait assez professionnelle, y compris dans le cadre du mouvement social, assez professionnel pour diffuser l'information militante d'une façon très efficace, comme je le disais, à travers les différentes plateformes, et vraiment en segmentant et en adaptant les contenus aux différents publics, et surtout en fait en créant en sollicitant des plateformes qui aussi segmentent les niveaux d'engagement. C'est-à-dire on peut avoir un engagement très faible en partageant simplement du contenu militant dans nos propres réseaux privés et personnels, mais on peut avoir une forme d'engagement beaucoup plus forte. Donc, il y a aussi cette façon en ligne d'optimiser les niveaux d'engagement et les différents types de tâches militantes, de travail militant
dans le cadre de ces mouvements qui mobilisent beaucoup les répertoires en fait, d'information et de communication et pour lesquels la visibilité numérique, c'est-à-dire la médiatisation des actions, est quelque chose qui est pris en charge d'une façon autonome. Hein. C'est des mouvements qui formulent aussi une critique assez sévère vis-à-vis des médias traditionnels. Et donc, le répertoire médiatique consiste aussi à pouvoir maîtriser en fait la représentation médiatique du mouvement et la publicisation du mouvement d'une façon qui est autonome. Par rapport à la question du répertoire de la grève, oui, je ne pense pas qu'il soit complètement abandonné, mais il y a vraiment une forte déception, une forte difficulté à organiser la grève qui ne vient pas forcément, on va dire, des organisations syndicales, mais qui vient aussi et ça il ne faut pas l'oublier, d'un processus en tout cas de démantèlement des collectifs de travail, d'individualisation des carrières, qui vient aussi des nouveaux modes de management. Et de la faible syndicalisation aussi globalement dans les entreprises en France. Donc ça, on comprend bien que la grève est perdue en efficacité. Donc j'entends dans ce que vous dites, Paola Seda, c'est très intéressant que différentes plateformes, c'est aussi différents modes d'engagement et profondeur d'engagement, et qu'il y a évidemment dans les réseaux sociaux une critique des médias qu'il nous faut prendre en compte. Je vous propose d'écouter les réactions politiques à cet appel au blocage du 10 septembre. Le 10 septembre, nous participons et nous appelons tous ceux qui sont en colère, à la fois contre la politique budgétaire injuste et dangereuse de ce gouvernement, qui sont en colère contre l'autoritarisme de ce gouvernement, qui sont en colère contre l'inaction écologique de ce gouvernement, à participer aux différentes actions qui auront lieu autour du 10 septembre. Les modes d'action seront décidés par le mouvement lui-même. Et donc, moi, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à participer à un mouvement de censure populaire parce qu'il faut arrêter la politique d'Emmanuel Macron d'urgence. Nous, par principe, on ne s'improvise pas, instigateur de manifestations. Par contre, oui, moi, je comprends la détresse de ces Français. Vous savez, moi, dans ma circonscription en Gironde, je reçois chaque semaine des personnes qui viennent me voir parce qu'elles n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Et ce sont des personnes qui travaillent, vous voyez, ce ne sont pas des assistés, ce sont des gens courageux. Et donc, forcément, moi, je comprends ces Français qui, exaspérés, ne trouvent pas d'autre solution que de repartir dans la rue. Je participerai à ma place, c'est-à-dire en arrière-plan, puisque c'est un mouvement citoyen, mais j'y participerai, bien sûr. En arrière-plan, c'est un soutien, ça n'est pas une récupération. Et par ailleurs, là, j'alerte sur le fait que la souffrance dans le pays augmente d'une manière tout à fait significative. Et puis, il y a vraiment des gens qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Il y a des gens qui sont en mode survie permanent. Ça, c'est pas possible. Donc, moi, je trouve que ce mouvement, c'est un mouvement quelque part de révolte pour vivre bien. Mathilde Panot de la France Insoumise, Edwige Diaz, députée Rassemblement National, et Sandrine Rousseau d'Europe Écologie Les Verts. On entend quand même dans ces trois voix, François Boulot, une même prudence. Il y a des gens qui sont courageux, des gens qui sont obligés de survivre, etc. Mais il y a une petite distance quand même. Oui, c'était la même distance qu'il y a 6 ans. Je crois que les partis politiques étaient très prudents à cette époque. Ils ne savaient pas trop ce que ça allait donner. Aujourd'hui, il y en a qui soutiennent quand même d'ores et déjà parce qu'ils n'ont pas envie justement d'avoir le même reproche que celui qu'on leur avait fait il y a quelque temps. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce qu'effectivement, si les mouvements, les gens qui sont en train de se mobiliser, de créer le cadre de la mobilisation, se revendiquent déjà comme un partisan, c'est précisément pour, pouvoir conserver la direction du mouvement, c'est-à-dire que le mouvement puisse rester autonome de toutes les organisations traditionnelles, partis politiques et syndicats. Et la deuxième raison évidente, c'est de pouvoir rester fort, fédérer au maximum, éviter les étiquettes pour éviter les clivages traditionnels. Encore une fois, le but, c'est de pouvoir rassembler sur la colère. On n'est peut-être pas d'accord aujourd'hui sur l'alternative politique qu'on voudrait mener dans le pays, c'est évident, mais en revanche, fédérons au maximum la colère pour essayer de gagner le rapport de force avec le pouvoir qui, encore une fois, s'est maintenu en place contre le résultat des dernières élections législatives. Vous avez commencé à le dire, contrairement au moment des Gilets jaunes, on voit quand même que la France Insoumise s'engage beaucoup plus tôt. Elisabeth Godefroy, on peut réfléchir quand même à ce moment assez particulier de la colère populaire qui s'exprime donc dans cet appel du 10 septembre. C'est un sentiment, mais c'est un moment politique aussi, à manier avec prudence. On n'est pas dans de l'abstention passive, ni encore dans la proposition politique. Ça, la France Insoumise, elle l'a quand même théorisé, son rapport à la colère populaire. C'est un élément de stratégie pour elle.
Oui, tout à fait. Je pense que là, la France insoumise tire les leçons des Gilets jaunes en essayant de se positionner en amont et non pas après quelques semaines. Voilà, après avoir fait une sorte d'autocritique sur le temps qu'elle avait mis peut-être à soutenir le mouvement des Gilets jaunes au départ. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon avait fait cette même analyse au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire que ce type de mouvement citoyens, horizontaux, s'inscrit dans ce qu'il théorise comme la révolution citoyenne. Ces mouvements qui se revendiquent du peuple peuvent faire écho au fait qu'il se revendique comme un populiste de gauche. Voilà, donc ça... Vous avez dit, Jean-Luc Mélenchon y a bien réfléchi, mais il y a quand même une vraie stratégie du clivage à la France insoumise. C'est censé tirer sur le « eux » et le « nous » et augmenter l'écart entre les groupes de population et leur représentation. Ça, c'est censé servir à l'émancipation du peuple, à minima, à la révolution, où chacun y mettra les objectifs qu'il veut. Je ne sais pas comment le formuleraient les dirigeants de la France insoumise. Mais il y a là la stratégie du clivage que Jean-Luc Mélenchon veut récupérer pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez, François Boulot ? Moi, je pense qu'il vaudrait mieux que tous les partis politiques, y compris LFI, se tiennent à distance. Oui, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas et à mon sens, ça ne peut que être de nature à affaiblir le mouvement qui est en train de se créer. Voilà ce que je pense, parce que fondamentalement, dès lors que le mouvement aura une coloration politique, de gauche ou de droite, le clivage, le camp d'à côté ou d'en face qui aurait bien aimé participer, il va se dire non, moi je reste à la maison. Donc, ce qui serait une erreur, parce que je pense que ce pouvoir a bien besoin d'un mouvement contestataire et pour lui dire stop, parce qu'encore une fois, il n'a pas la légitimité des urnes pour pouvoir mener le budget qu'il a envie de mener. Les mouvements populaires, Paola Seda, donc ces mouvements de colère dont on parle, c'est aussi des moments de classe. Les bourgeois, politiquement, ne se mettent pas en colère. C'est un peu l'apanage du peuple. Est-ce qu'à votre avis, le mouvement social en ligne, tel qu'on l'observe aujourd'hui, c'est une garantie d'horizontalité, par là même un pied de nez aux professionnels de la politique et aux élus ? Pas vraiment. Hein. Il faut pas tomber dans les pièges de l'horizontalité déclarative. Moi, je pense que les inégalités restent dans les débats en ligne, les capitales culturelles, les capitales militants, est une arme pour convaincre, pour influencer. Je pense que les militants ont vite investi ces espaces numériques. Ils ont reçu la leçon des Gilets jaunes et donc on les a vus mobiliser les militants de tous bords dans ces débats. Donc il y a quand même des nouvelles inégalités qui se créent autour aussi de personnes qui organisent, modèrent, animent ces espaces en ligne, détiennent l'information. Donc l'information et la compétence informationnelle est aussi un nouveau dispositif de pouvoir. Donc je pense qu'on n'est pas à l'abri des nouvelles formes, en tout cas d'inégalité. Et donc ces espaces ne sont pas complètement étrangers à de nouvelles formes de pouvoir interne et en tout cas des réflexes qu'on pourrait retrouver dans les autres appareils politiques traditionnels. En tout cas, on voit que le monde politique et le monde syndical essaient de réagir. Il y a aussi des tentatives de relayer l'appel au sein des organisations syndicales, de certaines unions départementales comme celle du Nord dans laquelle j'habite, les 59. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la constitution vraiment de l'identité du sujet politique est extrêmement importante et d'un point de vue électoraliste, entre guillemets, les partis politiques vont essayer en tout cas de pouvoir canaliser quelque part les mouvements et en même temps c'est un mouvement qui reprend pas mal la rhétorique antipartisane qui est aussi une rhétorique qui est propre aux nouveaux partis mouvements comme celui de la France insoumise et comme celui d'Emmanuel Macron y compris. Donc
Donc c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que les mouvements refusent les organisations partisanes tout en récupérant une rhétorique en fait populiste qui est aussi devenue une stratégie discursive des nouveaux partis et mouvements et des nouvelles entreprises en fait qui sont construites autour des personnalités politiques comme celle de Mélenchon ou de Macron. Alors on a parlé de la stratégie de la France insoumise, du côté du Rassemblement national, on entendait Edwige Diaz qui n'appelle pas à soutenir vraiment, qui dit simplement comprendre puisqu'elle rencontre des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts dans sa permanence en Gironde. Comment interpréter cette prudence du Rassemblement national, François Boulot ? Moi, de toute façon, j'ai toujours du mal à suivre le Rassemblement national parce qu'il vote la censure sur le gouvernement Barnier, mais il ne le fait pas pour le gouvernement Bayrou. Donc, ça, c'est bizarre. Après, on l'interprète, généralement, le Rassemblement national est peu enclin à soutenir les manifestations. Alors là, ils n'ont peut-être pas envie effectivement de soutenir ça, mais en même temps, ils voient bien qu'il y a une partie peut-être de leurs électeurs qui sont en train de se mobiliser, qu'en tout cas, le budget Bayrou attaque directement une partie de son électorat. Donc je pense que c'est ça, en fait, qui explique que le Rassemblement national a du mal à se situer et que tout simplement, il est un peu le cul entre deux chaises, si je peux me permettre l'expression, et comment je fais pour ne pas perdre trop d'électeurs et prendre position sans paraître trop confus. Elisabeth Godefroy, on a compris ce que pouvait attendre LFI de ces mouvements de colère. Que craint le RN, à votre avis ? Il me semble, dans un premier temps, que c'est effectivement pas tellement dans l'ADN du Rassemblement national et même du Front national avant de soutenir ou de participer à des mobilisations populaires. Oui, par principe, nous ne sommes pas instigateurs de manifestations, dit Edwige Diaz. Voilà, par principe, c'est pas... Dans le cas des Gilets jaunes, c'est vrai qu'il y avait eu un soutien à certains mots d'ordre. Là, on l'a bien entendu dans l'extrait que vous avez passé, l'idée que, quitte à déformer un peu ce que disent les participants, il y en a qui travaillent et puis d'autres qui profitent. Donc ça, le Rassemblement national soutient dans le principe. Mais ce qu'on voyait, ce qu'on a vu au moment des Gilets jaunes, c'est qu'assez rapidement, dès que le mouvement commence à déborder un peu, qu'il commence à y avoir de la violence, là, le Rassemblement national devient forcément très frileux et a sans doute quand même une certaine idée de l'ordre et ne souhaite pas le désordre dans la rue. Et effectivement, ce n'est pas dans sa stratégie de créer ces rapports de force-là en dehors du champ politique. Le parti veut représenter le peuple, mais pas comme mais pas dans la rue. Et ça, c'est pas quelque chose qui évolue un peu ? Si on compare avec la France insoumise, par exemple, je pense que la stratégie de la France insoumise est clairement, mais comme ont pu le faire certains partis de gauche dans le passé, c'est pas nouveau, d'avoir un pied aussi, d'entretenir des relations avec des composantes de l'espace protestataire. Et il me semble que c'est moins le cas dans le cas du Rassemblement national. La question de l'extrême droite me semble assez complexe, puisque, alors on l'a dit, donc on a nos deux grands mouvements, indignons-nous, plutôt progressistes, social. Pas beaucoup de thèmes d'extrême droite, ni sur le site, ni dans les appels. L'autre, les essentiels, je suis allée regarder ce site, c'est assez étonnant. On a des éléments, alors on a des codes, j'en ai dit un mot, de la droite souverainiste. Il y a des éléments plutôt conspirationnistes même, qu'on pourrait rapprocher de l'extrême droite, sur les francs-maçons notamment. Et puis il y a aussi, et j'ai trouvé ça très déconcertant, un discours religieux sur la laïcité, assez proche du catholicisme dans le lexique même. Alors j'avais noté le site, le slogan qui est mis en avant, c'est « Avec vous, par vous, pour vous ». C'est presque une reprise des paroles du prêtre de l'Eucharistie, par lui, avec lui, en lui. Puis ils disent bien, il y a une citation de l'évangile de Matthieu pour dire « Il faut promouvoir l'accueil de l'étranger ». Donc on est sur un mouvement que je trouve très difficile à classer. Et il critique aussi le néolibéralisme de l'Union européenne, les énergies fossiles. Qu'est-ce que vous en pensez, Elisabeth Godefroy ? Ni de gauche, ni de droite. C'est un mouvement qui dit il faut du bon sens, il faut aller chercher des solutions partout, locales. Alors sur la question des essentiels, c'est vrai qu'il y a quelques éléments un peu troublants et qu'à vrai dire, je ne pourrais pas tellement expliquer, comme les références religieuses, etc. Mais c'est vrai que dans les mots d'ordre, notamment souverainistes, en fait, ils reprennent des revendications qui sont portées par toute une myrielle de petits partis politiques souverainistes d'extrême droite, comme les Patriotes de Florian Philippot, l'UPR de François Asselineau. Et moi, c'est vrai que leur rhétorique m'a fait penser à ça. Ensuite, mais il n'y a pas d'anti-immigrationnisme.
Non, mais c'est vrai que si vous regardez le discours de François Asselineau ou de Florian Philippot, pour faire la comparaison, c'est pas forcément la préférence nationale qu'ils le mettent au premier plan. Ensuite, effectivement, il y a une critique des partis politiques, puisque les Essentiels demandent, il me semble, la dissolution du monopole des partis. Donc c'est intéressant, là, à mon avis, de bien distinguer différentes formes de critique de la représentation politique et des partis. D'un côté, on a Indignons-nous, qui demande plutôt aux députés d'agir et de déposer une motion de censure, ce qu'a fait la France Insoumise, enfin ce qu'annonce faire la France Insoumise. Et de l'autre, ces Essentiels qui veulent carrément abolir les partis politiques, les supprimer ou du moins réduire leur puissance. Et là, c'est vrai que ça peut faire penser à une rhétorique, pour le coup, de droite ou d'extrême droite qui voit les partis politiques comme des diviseurs du corps social qui devraient être unis. Et chez les deux, l'appel à la démission d'Emmanuel Macron. Oui. C'est quelque chose d'assez commun. Alors, moi, je fais une distinction entre l'appel à la démission d'Emmanuel Macron et l'appel à la destitution. Pour moi, ce n'est pas la même chose. La démission, c'est un acte de responsabilité. La destitution, elle sous-entend que Emmanuel Macron aurait commis un acte de trahison et qu'il faudrait qu'une autorité supérieure le démette de ses fonctions. Autant chez les Gilets jaunes, on retrouvait, ça faisait partie des slogans d'ailleurs, la démission d'Emmanuel Macron. Autant, alors cette question de la destitution, on la retrouvait chez certaines composantes des Gilets jaunes et qui était justement plutôt d'orientation souverainiste pour le Frexit, avec parfois des lectures un peu complotistes de la politique et du monde social. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que parfois on est au-delà de la colère avec déjà des contenus programmatiques qui s'esquissent, donc qu'il faudra suivre. Un mot de conclusion tous les trois. À quoi vous vous attendez en termes de mobilisation mercredi 10 septembre, sachant que la médiatisation à laquelle on participe là en ce moment va jouer un rôle important. François Boulot. Moi, je crois que si on prend un peu de recul, qu'est-ce que peut obtenir ce mouvement ? En fait, à l'instant T, c'est une coalition des colères qui peut faire tomber le gouvernement Bayrou et peut-être paralyser l'action d'Emmanuel Macron. Maintenant, je ne voudrais pas donner le sentiment que je suis un anarchiste et que je veux le chaos. Je veux dire, il faudra à un moment donné qu'on puisse dépasser nos désaccords politiques actuels qui sont profonds dans le pays. Et notamment, j'attire l'attention des gens sur le fait que l'Union européenne, de par l'euro et le marché unique européen, nous contraint dans une certaine politique économique. On ne peut pas mener une politique économique véritablement alternative. Et ce débat-là, je regrette vraiment qu'il soit très rarement mené dans les médias et notamment lors des campagnes politiques. Alors c'est peut-être le choix des partis politiques, mais toujours est-il que cette question est un tabou et je pense que malheureusement, tant que ce sera un tabou, on ne pourra pas en sortir. En tout cas, pour le mouvement, vous voulez dire que ça va peut-être venir faire tomber le gouvernement Bayrou en même temps que les propositions de censure parlementaire. En un mot, si c'est possible, Paola Seda, à quoi vous vous attendez? Une mobilisation importante ou non? Alors, c'est très difficile à prévoir. Oui, j'imagine. Ça dépendra de l'attention médiatique, sûrement. Il y a aussi ça, et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même l'engagement des cadres militants et la capacité en fait de rassembler le plus possible les organisations et de rendre la mobilisation le plus possible unitaire. Là, pour l'instant, on n'en est pas là. Donc pour vous, paradoxalement, ça va dépendre en fait de la mobilisation des cadres syndicaux et partisans. Un dernier mot, Elisabeth Godefroy, des mouvements depuis les Gilets jaunes en ligne qui n'ont pas pris. Vous en avez vu un certain nombre ? Oui, alors il se trouve que à peu près tous les étés, je vois passer ce type d'appel. Alors parfois le reste de l'année, mais singulièrement l'été. Et là, généralement, on n'entend jamais parler des appels à bloquer ou à ne plus consommer, etc. Ça j'en vois souvent passer. Là, ça prend, mais... Voilà, je me demande s'il n'y a pas une petite distorsion entre la réalité numérique des personnes réellement engagées et l'ampleur médiatique que c'est en train de prendre. En espérant que la saison estivale et son creux médiatique d'actualité ne soient pas la cause de cette attention. Merci beaucoup à tous les trois. Paola Seda, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille. François Boulot, ancien avocat, représentant officieux des Gilets jaunes. Elisabeth Godefroy, doctorante en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Et je remercie toute l'équipe de Questions du Soir qui a préparé cette émission. Jules Crétois, Victoria Géraud-Velmont, Louise Cognard, Alice Chavaran et Maudit Haïch. À la réalisation, Fan Montet. À la technique, Ludovic Auger.